Bonjour, bienvenue à cette édition spéciale de Studio Lacan où nous avons la chance d'accueillir Dominique Sopo. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Blandine Kriégel. Bonjour. Bonjour Blandine Kriégel. Et Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Merci à tous les trois de vous être joints à nous sur ce studio pour cette édition spéciale qui est consacrée à faire barrage à Marine Le Pen et à la question donc du choix de civilisation qui s'impose à nous le 24 avril compte tenu de la gravité de la situation et du risque que cette élection fait peser sur la démocratie. Studio Lacan a décidé de consacrer 3 émissions spéciales à ce thème et donc nous commençons tout de suite notre conversation sur ce thème. Bonjour Bernard-Henri Lévy qui est avec nous à distance, qui est écrivain et philosophe et qui a préparé un texte qui sera un texte introductif à notre conversation aujourd'hui, un texte sur la question faire barrage à Marine Le Pen. Je vous passe la parole. Je ne suis pas coutumier d'ailleurs, je prépare rarement un texte, je pense que l'heure était suffisamment grave aujourd'hui pour le faire. Donc je vais vous parler de Le Pen, de Macron et de Edgar Poe. Voilà, la maison Huchère d'Edgar Poe. Est-il encore temps de convaincre ceux qui restent de la gauche qu'on n'a pas le droit de confondre un candidat du centre et une candidate d'extrême droite? Les insoumis, qu'il ne suffit pas de dire et répéter comme un disque rayé, pas une voix pour Marine Le Pen, si c'est pour, en s'abstenant, la lui donner cette voix en douce. Les jeunes qui occupent la Sorbonne en un mauvais remake des luttes étudiantes d'antan, que le slogan ni Le Pen ni Macron est irresponsable, absurde. Les apprentis sorciers qu'il est tout simplement suicidaire de compter sur la guerre civile, sur le repoussoir du racisme et de la xénophobie, sur le triomphe du nationalisme le plus rance pour provoquer je ne sais quel électrochoc ou prise de conscience ou renaissance. Est-il temps de plaider qu'un vote antifasciste ne se discute et ne se négocie pas, qu'il ne peut faire l'objet d'un commerce arrachant à celui qui en bénéficie des concessions, des gestes? Est-il temps de dire aux agioteurs de vote qu'il n'est plus temps de dire « je vote Macron si », je me rallie à Macron si Macron lui-même se rallie à ceci ou à cela? Est-il temps de leur rappeler ce bœuf à bas des combats antifascistes qui veut que, si on conditionne son vote, si on le fait dépendre d'un marchandage, d'un changement de programme ou de cap, eh bien on sous-entend qu'il y a des non-changements ou des caps, ou des situations où le vote fasciste est légitime. Est-il temps de rappeler en un mot que l'on peut penser ce que l'on veut de son bilan, de son projet, de sa personne, mais que le vote Macron doit être aujourd'hui inconditionné? J'y compte, bien sûr.
Je l'espère de tout mon cœur, tant une victoire de Marine Le Pen serait désastreuse pour l'économie, la société, la République de France et son génie. Et je veux croire qu'un ultime ressaisissement dans les dernières heures de la campagne et dimanche nous arrachera à ce cauchemar éveillé. Reste que cette élection laissera, quelle qu'en soit l'issue, un goût d'amertume et de chagrin. Reste que la patrie de Jean Jaurès et de Léon Blum, du général de Gaulle et de Jacques Chirac aura flirté avec le pire. Reste que le pays des Lumières et des droits de l'homme, le pays qui a donné au monde l'héritage moral, politique, métaphysique de la Révolution française, le pays de Robespierre et de sa grandeur terrible, de Mirabeau et de son intelligence étincelante, le pays de Napoléon et de son épopée, reste que le pays du Vercors et de Vercors, de René Char, alias Capitaine Alexandre, dressé de toute sa haute masse contre le fascisme d'hier et de demain, reste que le pays de la résistance et de son grand récit patriotique et poétique ne se sera jamais, en temps de paix et de sa propre volonté, trouvé si près de l'abîme. Et il sera difficile d'oublier que la France de Voltaire et de Diderot, de Pascal et de Descartes, de Baudelaire et de Chateaubriand, la France qui garde au cœur de sa langue et de son histoire des trésors uniques d'ironie, d'insolence, de beauté, aura voté en grand nombre et grand tapage pour une sensibilité idéologique qu'aucune élection démocratique n'avait encore pu mener aux portes du pouvoir. Il nous sera impossible d'oublier qu'elle aura sérieusement songé, la France, à finir dans les bras d'une politicienne aigre, gueularde comme une harengère, ignorante, méchante, forte avec les faibles, servile devant les puissants, étrangère à ce qui fait notre grandeur. Il faudra tirer les leçons de cela. Il faudra, quoi qu'il arrive dimanche, tenter de penser cette honte, ce gâchis, cette défaite, qui même conjurés ne seront que suspendus. Et il faudra réfléchir à ce qui a bien pu se passer pour que nous soyons la seule nation d'Europe à avoir joué à ce point avec le feu de la haine chauffée à blanc. Alors, on parlera de vote protestataire, on fera grief aux élites d'avoir tué les vraies questions que seuls les candidats d'extrême droite auraient eu le courage de poser. On évoquera, orchestré par une Madame Le Pen devenue habile, la revanche des gilets jaunes, des antivax qu'on a trop emmerdés, de Poutine, des faits en Ukraine et qui se seraient refaits sur le front français. Je crains, hélas, que le problème ne soit plus profond. J'ai peur que nous n'en soyons plus au temps de Jean-Marie Le Pen, de ses provocations grasses et du bon vieux vote défouloir. Et je me demande si Le Pen fille n'aura pas été l'instrument d'une force qui l'a dépassée, une ténébreuse pulsion suicidaire, un désir de destruction et de mort, rôdant depuis longtemps et finissant par cristalliser, une chute lente, obscurément rêvée, comme la maison Usher d'Edgar
peau sombrant dans son étang par un peuple lassé de soi, ivre de ressentiment et cédant à cet appel du vide qui rend folles les plus grandes nations. Mais l'heure, je le répète, n'est pas encore assez considération. Elle est au ressaisissement, au sursaut, face à cet ouragan de vulgarité, de médiocrité, de bassesse qui souffle sur les urnes. Il y a, en cet instant, une urgence, une seule, faire que la maison Macron, forte de nos voix, nous garde de sombrer dans l'étang noir des mauvaises passions françaises. Bon, merci Bernard-Henri Lévy pour ce texte à la fois clair dans ce qu'il nous invite à faire, fort dans son contenu et fort aussi dans ce que nous appelons l'énonciation avec laquelle vous l'avez dit. Nous passons la parole maintenant à... Oui, et pour vous demander effectivement les réactions que vous pourriez avoir à ce texte, je reprendrai Bernard-Henri Lévy en vous remerciant beaucoup pour ce texte et cette intervention. Le point que vous avez évoqué du génie de la République en danger, en demandant si Dominique Sopo, qui est président d'SOS Racisme, et Blandine Kriégel, qui est philosophe, s'ils veulent bien, peut-être vous, Blandine Kriégel en premier, évoquer justement ce danger qui pèse sur la maison Macron maintenant et sur la République. Est-ce qu'on peut dire, comme beaucoup le disent aujourd'hui, que le Rassemblement national ne met pas en danger la République? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce que vous répondriez? Eh bien, je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord saluer le texte magnifique, n'est-ce pas, de Bernard-Henri Lévy, qui s'adresse, à mon sens, au fond, aux jeunes. Parce que, on l'a vu avec le vote Mélenchon, les plus égarés aujourd'hui, c'est peut-être, malheureusement, notre jeunesse. Et notre jeunesse parce qu'elle a été détournée, au fond, du véritable sens de la démocratie par les propos de Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, qui se présente comme une femme, qui au fond peut apparaître comme assez sympathique, en vérité, eh bien, développe une conception de la démocratie qui met par terre, n'est-ce pas, la tradition républicaine. C'est la démocratie contre la République. Pourquoi? Que nous dit-elle et que dit-elle aux jeunes? Elle dit, et aux jeunes et à l'ensemble de la population qui vote pour elle, elle dit que la démocratie et la République qu'elle engrange, contrairement à son allié aujourd'hui, Éric Zemmour, qui disait qu'il n'avait rien à faire de la République, elle dit que la démocratie, c'est la loi de la majorité, et seulement elle. Comme certains ont expliqué que Poutine était un démocrate puisqu'il avait été élu par la loi de la majorité. Eh bien non, n'est-ce pas? Nous savons que, contrairement à ce qu'on a pensé longtemps, les républicains ont pensé longtemps, la majorité peut errer, n'est-ce pas? Le peuple peut se tromper parce qu'il vote dans un temps, dans un moment. Et comment on le sait? On le sait par ce qui s'est passé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? C'est par un vote de la majorité que Hitler a été élu à la chancellerie. C'est par un vote de la majorité de l'Assemblée du Front populaire que le maréchal Pétain a obtenu les pleins pouvoirs. Et que se passe-t-il le lendemain, n'est-ce pas, de ce vote majoritaire? Eh bien, il se passe, on l'a vu, il s'est passé que le lendemain, eh bien, ont été détruits en Allemagne la République de Weimar et en France la République française. Et pourquoi? Eh bien, c'est là pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce qu'on appelle la démocratie, eh bien, ce n'est pas seulement la loi de la majorité. Ce qu'on appelle la démocratie, c'est un ensemble d'institutions qui comprend les institutions républicaines, l'organisation de ce régime républicain. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les démocraties, ce qu'on appelle les démocraties, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'ont-elles fait en Europe? Immédiatement, elles ont mis au fronton de leur constitution des lois fondamentales, ou comme on dit en France, n'est-ce pas, un bloc de constitutionnalité, des lois fondamentales. Or, justement, Marine Le Pen ne s'en est pas cachée,
n'est-ce pas, au lendemain de son élection, si jamais elle était élue, ce qu'à Dieu ne plaise, eh bien, elle mettrait en cause, n'est-ce pas, la Constitution. Comment ? Eh bien, en s'appuyant sur ce qui n'est pas la démocratie, sur ce qui est le populisme. Elle a demandé le référendum d'initiative populaire, et avec ce moyen, qui est tout à fait contraire, comme des constitutionnalistes éminents viennent de lui répliquer, contraire à nos principes constitutionnels, eh bien, elle changerait la Constitution pour mettre le principe de priorité nationale qui changerait absolument l'esprit de nos institutions. Alors, malgré tout ça, malgré tout ce que vous pointez, vous dites aussi le peuple peut se tromper. Oui. D'ailleurs, dans une interview que vous avez faite récemment pour le journal du dimanche, vous dites que on ne voit pas aujourd'hui, il y a une méconnaissance de la singularité de Marine Le Pen. Comment ça se fait, ça, à votre avis ? Est-ce que la dédiabolisation n'a pas fonctionné ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Alors, d'abord, je récuse le terme de... J'ai oublié de dire que vous êtes Dominique Sopo, vous êtes président de SOS Racisme. Tout à fait. D'abord, il n'y a pas de dédiabolisation. Souvent on parle de dédiabolisation, mais Marine Le Pen n'a jamais été diabolisée. Puisque si quelqu'un qui est dédiabolisé, c'est quelqu'un qui aurait vécu une injustice qu'on aurait diabolisé. Marine Le Pen n'a jamais été diabolisée. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été diabolisé. À la rigueur, ils étaient le diable, peut-être, mais ils n'ont pas été diabolisés. Par contre, il y a une logique de banalisation. Il y a une logique de banalisation qui s'est mise en place, notamment avec déjà le précédent de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Et depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, on voit bien qu'il y a tout un discours aussi qui a accompagné, au-delà de ce qu'elle pouvait dire et de la façon dont elle pouvait se présenter, tout un discours qui a commencé à être dit, être objecté même parfois aux antiracismes. Attention, Marine Le Pen, c'est pas son père. Elle a rompu avec l'antisémitisme, sur le négationnisme, bon, quand même, elle n'est pas comme son père, elle parle pas de points de détail. Vous dites qu'elle est raciste, mais enfin, quand même, arrêtez de faire de la morale. Bah, au bout d'autant d'années, on raconte ça. Si Marine Le Pen, elle n'est pas ça, ou qu'on met cela en doute, finalement, on en fait une responsable politique, j'allais dire, parmi d'autres. Or, elle n'est pas une responsable politique parmi d'autres, parce que Marine Le Pen, ça n'est pas le personnage sympathique qui aime les chats, comme elle veut se présenter aujourd'hui. Et donc, il y a tout un travail de pédagogie à refaire, pour ceux qui ne seraient pas conscients de cela. Je pense qu'il y en a qui en sont très conscients, par ailleurs, et qui votent à dessein pour le Rassemblement national. Mais il y a aussi des gens qui vont dire qu'il faut rappeler ou qu'il faut éduquer, qu'il faut édifier, je dirais même dans la connaissance de ce qu'est le Rassemblement national. Parce que souvent on dit oui, tout ça c'est le passé. Les réseaux, les propositions, mais Marine Le Pen a aujourd'hui des relations qui sont des relations avec des anciens du GUD, M. Chatillon, M. Lousteau, qui étaient des admirateurs de Léon Degrelle, quand même Waffen-SS belge, qui a combattu sur le front de l'Est, à qui ils sont allés rendre hommage avant qu'il meure en Espagne, où il s'était réfugié lorsque c'était Franco qui en était le dirigeant. C'est aujourd'hui une personne, ça a été dit par Blandine Kriegel, qui veut mettre en réalité en application le programme historique du Front National. La réforme de la Constitution pour mettre en place la priorité nationale. C'est ce que Jean-Marie Le Pen appelait la préférence nationale. Et ça n'est pas une vue de l'esprit. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans son programme. Donc ce qui ressort de ce que vous dites tous les trois finalement, Bernard-Henri Lévy disait « l'heure est grave ». Ce qui ressort, c'est qu'il ne s'agit pas ici de discuter des programmes des uns des autres, certainement pas du programme de Macron. Ça, peut-être après le deuxième tour, on va lui demander des comptes. Ce dont il s'agit maintenant, c'est pas de discuter de programme, mais de défendre la démocratie. On peut, écoutez... La République démocratique. On peut discuter des programmes en disant, écoutez, le programme d'Emmanuel Macron ne met en aucun cas en danger la République et la démocratie. Le programme de Marine Le Pen, oui. Donc on peut regarder les programmes, il n'y a pas de problème à regarder les programmes. Il y a une différence de nature entre un candidat, moi je peux être extrêmement critique par rapport à Emmanuel Macron sur toute une série de points, mais enfin je veux dire ça fait partie de la vie politique, on peut être en désaccord, bon voilà il y a une confrontation démocratique, on peut penser même que les gens ne sont pas tout à fait raccords sur des valeurs essentielles, qu'ils jouent parfois avec le feu, très bien, mais
Marine Le Pen, c'est une rupture, c'est-à-dire c'est inscrire dans la Constitution la destruction de l'héritage révolutionnaire. Oui. Puisque ce qu'elle veut faire dans la Constitution sur la question de la priorité nationale, c'est neutraliser, rien que ça, les effets de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en revenant notamment sur la question de l'égalité des droits entre les individus. Oui, je veux dire que c'est un combat d'autant plus important que ce combat de défense, n'est-ce pas, des démocraties, entendues véritablement comme république démocratique, il se joue sur le plan de l'Europe, au niveau européen. Or, justement, Marine Le Pen n'a de cesse, n'est-ce pas, de combattre l'Europe, de distiller plus ou moins son appui à Poutine. Or, donc c'est en Europe, en Ukraine aujourd'hui. Pourquoi se battent les Ukrainiens contre Vladimir Poutine? Ils se battent pour la démocratie. Cette démocratie que nous laissons un peu tomber à l'encan, dont nous ne voyons pas à quel point elle est importante pour non seulement pour notre paix, pour notre prospérité économique, mais tout simplement pour notre mode de vie, n'est-ce pas? Ce qui nous permet d'être un peu heureux. Eh bien, elle, n'est-ce pas, elle veut nous détacher de l'Europe, veut nous détacher de cette Europe des démocraties pour nous raccrocher à une autre Europe qui est l'Europe des dictatures. C'est ça l'enjeu de ce Justement, vous parlez de l'Europe et de l'Ukraine. Bernard-Henri Lévy, vous avez été récemment en Ukraine justement pour le Paris Match. J'ai voulu vous poser une question par rapport à ce lien que vous établissez, il me semble, entre Poutine et Marine Le Pen. Est-ce qu'on pourrait dire que Poutine incarne d'une certaine façon la vérité cachée de Marine Le Pen? Ou même plus que ça, est-ce que Marine Le Pen ne serait pas un pion de Poutine en France ou même un cheval de Troie? Absolument. D'abord, ce n'est pas moi qui établis le lien entre Marine Le Pen et Poutine, c'est Marine Le Pen elle-même et Poutine aussi. Ils n'ont cessé d'établir ce lien. Quand Marine Le Pen se rend à Moscou, quand elle se fait photographier, quand elle pose d'une manière extraordinairement complaisante avec Poutine, lorsqu'elle dit que sa conception de la souveraineté, sa conception du politique sont un modèle pour elle et pour la France, et lorsqu'elle dit, comme vient de le rappeler Blandine Kriegel, qu'il y a deux projets, le projet européen tel qu'il a été conçu par les fondateurs de l'Union européenne d'un côté et le projet eurasiatique de l'autre, tel qu'il est concocté par toute une série d'intellectuels vrais ou faux à Moscou, lorsque Marine Le Pen dit cela et qu'elle précise que son choix, c'est plutôt le bloc russe que le bloc européen atlantiste, elle établit le lien. Elle dit elle-même, elle confesse, elle abat son jeu en nous disant qu'elle est en effet une pièce dans le jeu de Vladimir Poutine. Exactement comme le faisait d'ailleurs avant le premier tour son compère Éric Zemmour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en effet, je rentre d'Ukraine. J'y étais il y a quelques heures, quelques jours encore, et vous lirez en effet dans Paris Match la relation de ce voyage. En effet, je suis rentré avec cette certitude, cette conviction que, comme je l'ai dit dans le petit texte que j'ai lu en introduction, que si Poutine étant aujourd'hui défait en Ukraine, vaincu sur tous les fronts, repoussé par les troupes du président Zelensky et les civils ukrainiens, en effet, tout se passe comme si il avait, dans sa stratégie globale, ouvert un autre front, depuis d'ailleurs bien longtemps, en Europe occidentale, en Occident en général, un front dans les urnes, et que Marine Le Pen était sa candidate. Si Marine Le Pen venait par malheur à emporter cette élection, ce serait la première victoire de Vladimir Poutine après cette succession d'échecs auxquels son armée fait face et à laquelle nous assistons depuis maintenant 5 semaines. Donc,
Le Pen, c'est Poutine. Victoire de Le Pen, ce serait une victoire stratégique de Vladimir Poutine. Ni elle, ni lui ne s'en cachent. Vous avez évoqué dans votre texte très fort, Bernard-Henri Lévy, le fait que pas une seule voix, en effet, ne devait manquer à Macron parce que ne pas voter, s'abstenir ou voter blanc, c'est voter en douce pour Marine Le Pen. Ça me semble très important de rappeler qu'effectivement, cette consigne de Mélenchon qui a toutes les allures de la clarté, pas une voix pour Marine Le Pen, est finalement une façon de déresponsabiliser l'électeur et de lui permettre de croire qu'il fait un choix contre alors qu'il fait un choix pour. Est-ce que Dominique Sopo, vous voulez réagir à ça ? De toute façon, nous sommes très clairs sur le fait qu'il faut faire battre Marine Le Pen et on ne délègue pas la lutte contre le fascisme à d'autres. Donc évidemment, les gens disent « Ah ben oui, mais regardez, il a autant de pourcents, donc en fait le risque s'éloigne, etc. » Quand on est face à un choix principiel, on fait le choix qu'il y a à faire. Parce qu'évidemment, on peut se dire « Eh ben, elle passera pas ». Mais moi, je ne vais pas voter pour Macron, comme ça je pourrais ricaner pendant 5 ans en expliquant à ceux qui ont voté pour Macron « Ha ha ha, je te l'avais dit ». Mais en fait, on n'est pas là pour s'amuser. Parce que là, il y a quelque chose de principiel. Et par ailleurs, la question n'est pas simplement de savoir si Marine Le Pen va être défaite, à savoir qu'elle va faire moins de 50% des voix. La question, c'est comment elle fait le score le plus faible possible. Parce qu'on voit bien qu'il y a des effets de cliquet. Il y a 5 ans, Marine Le Pen, au second tour, fait 33% des voix. Cette année, au premier tour, l'extrême droite fait 33% des voix. Qu'est-ce qui se passera demain si Marine Le Pen fait 45, 47, 48%? Ça veut dire que dans 5 ans, c'est le score au premier tour de l'extrême droite. Et dans les 5 ans qui vont venir, qu'est-ce que ça signifie un bloc d'extrême droite dont on sait qu'il est porté par la violence? Parce que l'extrême droite, c'est le camp du crime. Parce que ça se termine toujours comme ça avec l'extrême droite. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 5 années en termes de violence, en termes de retour des crimes racistes, en termes d'explosion des discriminations? Parce que 45% pour l'extrême droite, mais pour eux, c'est extraordinaire en fait. Et ça veut dire que quelque part, les chiens sont lâchés. Et donc, il y a une responsabilité dans le score de Marine Le Pen. Et il n'y a jamais de sursaut antifasciste après la victoire du fascisme. Ça n'a jamais existé nulle part, à aucune époque. Quand il y a une victoire du fascisme ou une avancée du fascisme, c'est toujours un recul pour le camp antifasciste et c'est toujours l'avancée pour les politiques du fascisme. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a non seulement un impératif de ne pas déléguer son choix à d'autres, et d'avoir la conscience que la question n'est pas simplement de savoir si elle va faire plus ou moins de 50%. La question, c'est comment elle fait le score le plus faible possible. Et pour ça, il faut que tout le monde aille voter contre elle en se saisissant du seul bulletin qui reste à disposition. C'est ainsi, ça a un second tour, à savoir celui d'Emmanuel Macron. Blandine Krigel, vous avez voulu aussi... Je suis tout à fait d'accord avec Dominique Sopo. C'est une honte pour la France aujourd'hui, au sein, n'est-ce pas, du monde, que d'avoir un score aussi important déjà, n'est-ce pas, de l'extrême droite. Et il s'agit maintenant, et c'est pourquoi ce vote est si important, ce vote pour Emmanuel Macron est si important, de faire reculer l'extrême droite. C'est une honte, pourquoi ? Parce que ça nous isole au sein de notre camp, qui est celui, n'est-ce pas, des républiques démocratiques. Et ça ouvre directement, Dominique vient de le dire très bien, sur au fond, un horizon qui peut être celui de la guerre civile. C'est-à-dire le contraire de ce que un certain nombre de ceux qui vont mettre un bulletin dans l'urne pour elle voudraient. C'est-à-dire la fin de la prospérité, la fin de la paix, la fin du niveau de vie, n'est-ce pas ? Alors, bien sûr, Marine Le Pen, elle joue un peu sur du Vous ne boulot. craignez pas que ce que vous dites là paraisse comme une prophétie Non, biblique? mais de malheur, j'espère que non. Mais je vais vous dire, elle a joué sur des thèmes que malheureusement une partie de la classe politique a laissé tomber, n'est-ce pas ? Des thèmes qui sont très sensibles justement à la République française, c'est-à-dire la laïcité qui a été oubliée, ou la sécurité, n'est-ce pas, des individus. Au fond, ce sont les grands droits de la France républicaine. Le droit à la sûreté pour tout individu, le droit, c'est-à-dire le droit à la vie, tout simplement, le droit et l'école républicaine. Comme cette école a été abandonnée,
eh bien, elle a joué au fond sur ce ressentiment. Alors évidemment, on l'a dit à l'envie, eh bien, ce sont des leurres, n'est-ce pas? Ce sont des leurres parce qu'elle n'a nullement l'intention, n'est-ce pas, de remettre en place une véritable laïcité, qui veut dire la coexistence pacifique de plusieurs des consciences et des religions, n'est-ce pas? C'est pas du tout ça qu'elle propose, et ni non plus la sécurité, c'est-à-dire l'absence absolument de guerre civile. Parce que son programme ouvre directement, et je rejoins ici Dominique Sopo, on ne l'a pas assez dit. On n'a pas assez dit, n'est-ce pas, ce grand remplacement là dont nous a rebattu les oreilles, c'est-à-dire en fait avec à la clé l'idée d'une expulsion, n'est-ce pas, et d'un refoulement de tous les étrangers, outre que ça nous met en contradiction avec toutes les lois européennes. Eh bien, ça ouvre sur la guerre civile. Oui. Donc c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Donc de façon succincte, parce que de façon succincte, mais je voudrais comme donner deux exemples de ce qu'il y a dans le programme de Marine Le Pen. Le niveau de violence qui est contenu. Il est écrit, de façon très elliptique, qu'elle veut remettre sur le marché 620 000 logements sociaux aujourd'hui occupés par des ménages étrangers. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire remettre sur le marché? Ça veut dire expulser 620 000 ménages de leurs logements sociaux. Vous vous rendez compte le niveau de violence qu'il faudrait, appliquer Comment faire pour expulser de leur logement des gens qui vont aller où d'ailleurs, on ne sait pas trop. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elle explique qu'elle va interdire de certaines professions les étrangers et les binationaux. C'est écrit noir sur blanc dans son programme, notamment travailler dans le secteur associatif s'il y a une délégation de service public. Tout le secteur de la santé, par exemple. Mais c'est invraisemblable. Travailler pour les entreprises publiques. Travailler pour toute une série de secteurs. Voici ce qui est écrit noir sur blanc, des binationaux. C'est-à-dire des gens qui ont la nationalité française vont être exclus de certaines professions, et on comprend bien qui elles visent. Évidemment, parce que souvent elle dit « Ah, il n'y a aucune discrimination entre les Français dans mon programme, je vous mets au défi d'en trouver une. » Ah bon? Mais les enfants français qui ont des parents étrangers qui vont être expulsés, ils ne seront pas discriminés par rapport aux autres enfants français? Les binationaux, ce n'est pas des Français? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc on voit bien que ça va bien au-delà de la question de Français étrangers, ce qui déjà en soi est un scandale, mais qu'il y a le poison du racisme au plus près dans le quotidien qui est contenu dans le programme de Marine Le Pen, comme il l'était dans le programme de Jean-Marie Le Pen. Le poison. Bernard-Henri Lévy, vous avez voulu dire un mot là-dessus? Sinon, on arrive bientôt à la fin de mission. J'ai encore une petite question à vous poser. Mais allez-y. Je voulais vous répondre sur Mélenchon, mais allez-y. Dites alors sur Mélenchon. Si, dites. Écoutez, j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon hier et j'ai été indigné par sa prestation. Nous savons, et il sait aujourd'hui, qu'à travers la consultation de sa base qu'il a lui-même organisée, à travers les sondages nombreux qui nous disent qu'entre un électeur sur 5 ou sur 4 de la France insoumise s'apprête à voter Marine Le Pen. Donc il sait la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Face à ça, qu'a-t-il fait? Il a parlé de Robert Badinter d'une manière indigne et d'un mépris qui témoignait d'un mépris abyssal. Il a réservé ses coups les plus durs hier soir, ses accents les plus outragés pour ce qu'il appelait les crimes commis par la République macronienne, les gilets jaunes et borniers, et ainsi de suite. Je vous ferai grâce des détails, vous l'avez entendu comme moi. Les traits les plus forts, les coups les plus forts, hier, il les a portés non pas contre Marine Le Pen, mais contre Emmanuel Macron. Et enfin, il a failli au plus élémentaire devoir qui incombe à un chef de parti, et à un devoir qu'il ne s'est pas fait faute dans les années antérieures d'assumer pleinement, qui est de dire en conscience lui-même quel est son choix. Il n'a pas eu ce courage-là. Il est resté dans l'équivoque, au mieux, dans l'ambiguïté, au mieux. Il n'a pas assumé sa responsabilité de chef, sa responsabilité de chef de parti. Certains disaient ces derniers jours, et j'ai moi-même été tenté de le penser d'ailleurs un instant dimanche, que Jean-Luc Mélenchon, par son score,
par le vote utile qui s'est porté sur lui, avait sauvé l'honneur de la gauche. Certains ont dit cela dimanche dernier, après le premier tour. Au moins, il a sauvé la gauche. Eh bien, hier, en écoutant sa prestation face à Bruce Toussaint, j'ai pensé qu'il avait déshonoré la gauche. La gauche de Robert Badinter, la gauche de Léon Blum, la gauche de François Mitterrand, je pense qu'elle se retourne dans ses songes et pour certains dans leur tombe quand elle voit ce renvoi dos à dos, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, c'est cette responsabilité historique qui a été prise d'un candidat républicain et démocrate de l'autre et d'une candidate fasciste par ailleurs. Voilà. Autrement dit, aujourd'hui, nous sommes face à un choix très clair et historique. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de négo, il n'y a pas de compromis. La querelle politique, il sera bien temps de la réengager. Il faudra le faire avec force au lendemain du second tour. Aujourd'hui, nous sommes face à ce que les philosophes kantiens appellent en effet un choix inconditionné. Il n'y a pas de condition à poser à Emmanuel Macron. Il n'y a pas de marchandage à faire. Il n'y a pas de deal à conclure. Quand on est face au fascisme, on y fait barrage de manière inconditionnée. Voilà. Vous le dites tous les trois d'une façon très forte. Je voudrais seulement revenir, mais là, il faudra vraiment, en une phrase, peut-être nous dire quelque chose là-dessus, à une actualité. Donc, ce soir, lors du débat du deuxième tour, la question du climat va être amenée sur le tapis. Est-ce que vous pourriez dire en un mot, si vous le pensez, que sur ce point, il est important plutôt de choisir le programme de Macron que celui de Marine Le Pen? Si vous avez une... Oui. Un mot. Allez-y, en un mot, Blondie. écoutez, Bernard a tout dit. En un mot, il n'y a qu'un seul vote possible dans ce moment qui est quand même grave, c'est de voter Emmanuel Macron. C'est ce que vous dites au débat de ce soir, oui. Oui. Vous vous adressez à ce débat de ce soir, oui. Sur la question du climat, par ailleurs, le programme de Marine Le Pen est catastrophique au demeurant. Elle veut supprimer l'éolien. Par exemple, donc ça veut dire remplacer par quoi? Par des énergies davantage polluantes, puisque le nucléaire ne pourrait pas se substituer à une telle perte d'énergie. Donc on voit que même si on allait dans le programme, de toute façon, il y a un problème avec Marine Le Pen, puisqu'elle est plus mauvaise sur tout et sur tous les choix d'avenir. Mais c'est normal, je vais dire, face à une candidate, et c'est là où on revient à la question de l'extrême droite, qui sont quand même des gens qui sont sur des pulsions de mort. Et donc la question de l'avenir, la question de la projection, la question des générations futures au sens réel, et pas simplement dans un sens métaphorique, comme aime le faire l'extrême droite, ça n'est pas vraiment ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse quand même, c'est la haine maintenant. Et c'est en cela... Comment dire qu'il faut voir aussi la cohérence de ce programme dans ce qu'il a de catastrophique sur à peu près tous les points qu'il aborde. Bon, pulsion de mort, nous arrivons à la fin de l'émission. Peut-être dire, rappeler ou dire ou informer que vous avez dit dans la même interview là que les gens ne veulent pas parler de battre Le Pen aujourd'hui. Eh bien, l'école de la cause freudienne organise un forum qui aura lieu demain soir et vendredi soir par vidéoconférence, justement sous le titre « Battre Le Pen ». Voilà, c'est une information que j'ai voulu vous donner à nos spectateurs. Nous arrivons en fin d'émission, Déborah. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une deuxième émission spéciale autour du deuxième tour, qui sera à la même heure, ça sera à 16h, elle sera diffusée à 16h avec Elie Barnavi, sur le même thème, sur la question de l'extrême droite qui est à nos portes, d'une certaine façon. Par ailleurs, les émissions hebdomadaires de Studio Lacan le samedi à 6h30 continue comme d'habitude. Bon, au revoir, Déborah. Merci à chacun. Merci à Bernard-Henri Lévy. Merci. Merci à vous.
Blandine Krigel et merci Dominique Sopo. Merci. À bientôt.